Public Sénat, avec le concours de la Mutualité française, présente le 42e congrès de la Mutualité française. Bonjour à tous et bienvenue ici à Montpellier où se tenait le 42e congrès de la Mutualité française. Public Sénat y était installé pendant 3 jours pour vous faire vivre ce congrès. Un congrès qui s'est terminé ce matin, mais je vous propose de voir l'une des tables rondes qui a eu lieu pendant ce congrès. Vous le savez, l'une des préoccupations des Français, c'est l'inégalité de l'accès aux soins dans les territoires et c'est justement l'objet de cette table ronde intitulée « Agir pour un meilleur accès aux soins dans les territoires ». Elle est animée par la journaliste Alexandra Ben Saïd. On la suit tout de suite. Aujourd'hui, nous avons donc 8% de la population qui vit dans un désert médical. On pense tout de suite à certains spécialistes avec lesquels il est extrêmement difficile d'obtenir un rendez-vous. Certains Français n'ont même pas accès à un généraliste, à un médecin traitant. Et demain, comment améliorer l'accès aux soins? Il faut trouver une réponse à la raréfaction de l'offre médicale qui survient alors que les besoins de santé augmentent. Et chaque territoire a ses nuances en fonction de l'âge de la population, de son état de santé, des inégalités sociales. Il faut améliorer l'accès aux soins, sinon le risque c'est la santé à plusieurs vitesses. Et l'enjeu c'est aussi, je vous le disais, l'impact sur l'aménagement du territoire. Je vous présente tout de suite les participants à notre table ronde. Elle représente les usagers du système de santé. Marie-Pierre Gariel de la Fédération France Assos Santé. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes également la présidente du département santé de l'Union nationale des associations familiales. C'est ça. Ouais, et vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Si on doit résumer, l'accès aux soins pour les patients, c'est est-ce que demain je pourrais me faire soigner à côté de chez moi? Oui, et dans quelles conditions? De délai, de coût? C'est le président du Conseil de l'Ordre des médecins, le docteur Patrick Bouet. Bonjour à vous. Bonjour. À la tête du Conseil depuis 2013, mais vous exercez encore en Seine-Saint-Denis, oui. À Villemomble, oui. 2 jours par semaine. Et pour vous, la question pour les médecins, la question de l'accès aux soins, il y a évidemment pensé aux patients, mais il y a aussi cette question de régulation et liberté. Il y a surtout la question de comment puis-je exercer dans un environnement dans lequel je ne dois plus être seul et je dois animer et être dans une équipe. Et le vice-président de la Mutualité française, Stéphane Junique, bonjour à vous. Bonjour. Vous étiez évidemment dans la salle ce matin, on a eu le discours du président de la République, l'accès aux soins, il en a été question. Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Qu'est-ce que vous en avez retenu sur l'accès aux soins? 2 belles choses et un regret. D'abord un discours sur lequel je pense les mutualistes se retrouvent, cette volonté de passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. C'est dans l'ADN des mutualistes. De tout temps, nous nous sommes battus pour faire en sorte que la question du non-recours soit une priorité dans notre pays. Et si nous abordons aujourd'hui la question de l'accès aux soins, c'est bien parce que c'est pour nous une priorité, le fait de passer d'une égalité formelle à une égalité réelle, quels que soient les territoires. Ça fait partie de notre ADN. Et c'est peut-être pour cette raison-là, parce qu'on agit dans les territoires pour cette priorité-là, que le sondage de ce matin fait que les Français ne nous reconnaissent pas comme étant des compagnies d'assurance et des assureurs comme les autres. Et donc il est possible, en passant de l'égalité formelle à l'égalité réelle, de construire de nouvelles formes de solidarité, de passer d'une société du mieux vivre qui n'exclut personne et où l'égalité des possibles n'est pas un vain mot de la petite enfance jusqu'à la fin de vie. Le deuxième élément, c'est qu'on ne peut qu'applaudir le message du président de la République sur l'importance de porter des stratégies d'investissement social qui sont ambitieuses, pour agir de manière préventive sur les inégalités, pour conforter la cohésion sociale. Bref, investir sur la prévention, investir pour faire en sorte que la petite enfance soit une priorité dans notre pays, d'accompagner les transformations des organisations du système de santé, les pratiques de santé, nous en parlerons, pour faire en sorte qu'elles soient adaptées aux maladies chroniques notamment et au vieillissement de la population, c'est une bonne chose.
Parce que derrière, ça nous amène à être dans la coopération, dans les alliances, dans l'innovation, d'investir sur le temps long. C'est ce que nous faisons en tant qu'acteurs mutualistes. Nous sommes des acteurs de l'investissement social. C'est l'occasion pour nous, à travers ce que nous faisons, de construire l'avenir. Mais j'ai un regret, c'est que, au fond, tout cela ne peut pas se faire sans confiance entre les acteurs et avec les acteurs. Et au fond, le président de la République a reconnu le fait que l'État ne pourrait pas seul agir pour transformer les transformations de notre pays et de notre société. Il a reconnu que, à mon sens, un peu trop du bout des lèvres, qu'il était important de construire avec l'État. Alors moi j'attendais, c'est vrai, un peu plus de volontarisme pour passer d'une reconnaissance formelle à une reconnaissance réelle de l'action des acteurs des solidarités actives, que sont notamment les mutualistes, parce que sans nous, il n'y aura pas la possibilité de faire en sorte de passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle et d'investir d'une manière extrêmement forte sur les stratégies d'investissement social. J'espère que les annonces qui auront été faites ce matin seront à l'avenir l'occasion de démontrer qu'il pourra et qu'il devra s'appuyer sur des acteurs, notamment les acteurs mutualistes. Marie-Pierre Gariel. Patrick Bouet, un commentaire peut-être sur ce que c'était l'actualité ce matin, et puis ensuite on arrive au cœur du sujet, on fera l'état des lieux sur les déserts médicaux, et puis surtout on parlera des solutions. Et dans la salle, pardon, vous pouvez poser vos questions, il y aura un moment pour les questions, il y a une application disponible. Alors, Marie-Pierre Gariel. Réaction pour ce matin, oui, parmi les acteurs, il y a les usagers. France Asso Santé regroupe les associations d'usagers du système de santé. C'est maintenant une institution qui va permettre d'être un acteur qui va peser pour avancer tous ensemble. Patrick Bouet. Un regret et puis une satisfaction. Un regret parce que nous sommes restés dans un discours très théorique, de constat, et que je crois que tous ici, nous attendons des mises en œuvre, nous attendons des impulsions, nous attendons des actions, et que donc nous attendons plus que le discours qui reprend simplement les constats. Une satisfaction, c'est que, somme toute, nous avons tous, finalement, aujourd'hui, la même impatience. Et cette impatience-là, nous en sommes les acteurs de l'expression, mais acteurs de l'expression parce que, à côté de nous, c'est l'ensemble de la population française, patients comme professionnels, acteurs solidaires comme acteurs financiers, qui demandent des transformations. Donc voilà, regret, impatience. Regret, impatience. Alors l'état des lieux, les déserts médicaux, c'est notre thème. On vous a préparé une infographie. J'aimerais qu'on l'analyse ensemble. Il y a 2 chiffres. Je pense qu'elle va apparaître. L'infographie sur les déserts médicaux. Voilà, il y a 2 chiffres. Accès à un généraliste en moins de 10 minutes pour 98% des Français. Et pourtant, la voilà. On a plus de 5 millions de Français qui n'ont pas accès à plus de 2,5 consultations par an. C'est paradoxal ces 2 chiffres, Marie-Pierre Gariel. Comment ça s'explique? Alors un double exemple pour vous planter le décor du ressenti des usagers face à ces chiffres. Il est midi moins 5 dans une grande ville. Une enfant de 8 ans se blesse, elle se coupe en mettant, parce qu'elle casse un verre. Le médecin traitant habite de l'autre côté de la rue. La maman traverse la rue avec sa fille. Le médecin lui répond « Ah non, il est midi moins 5, je ferme dans 5 minutes. Et de toute façon, je ne ferai pas, il faudrait recoudre, mettre 2-3 points. Je ne le ferai pas parce que le matériel stérile qu'on me demande d'avoir coûte plus cher que le prix de la consultation. » Fermez le banc, la maman trouve un moyen pour faire garder ses autres enfants, part à l'hôpital et rentre donc chez elle à 17h le soir. Pour 2 points de suture, il était midi moins 5. À l'inverse, vous avez un bourg de 4000 habitants en milieu rural. Une maman vient, douleur au coude, voilà, le médecin diagnostique tout de suite une tendinite. Vous avez besoin d'une infiltration, j'ai ce qu'il faut dans mon cabinet parce que j'en ai souvent. Je vous fais l'infiltration tout de suite, très bien, merci. Vous passez à la pharmacie, vous payez l'injection, le pharmacien me la rapportera ce soir, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 2 exemples. L'un, le patient a été entendu, écouté. Relation de confiance, rapidement, efficace. Dans l'autre côté, ça a été beaucoup plus compliqué. Voilà un exemple de ressenti.
Après, on sait bien que selon les zones, oui, à moins de 10 minutes, certainement en ville, mais en ville parfois, à quel prix? Quand je dis à quel prix, c'est d'une part le coût de dépassement d'honoraires, mais également le prix des mutuelles. Pour certains, pour avoir justement un remboursement, quel que soit le coût. Et dans les grandes villes, moi je suis de la région PACA, je peux vous dire qu'à Nice, il n'y a plus beaucoup de médecins généralistes qui sont conventionnés secteur 1. Et puis dans les zones rurales, eh ben, c'est beaucoup de kilomètres, on le sait bien. Alors les plus anciens des générations, je me mets déjà dans celle-là, vont dire mais qu'est devenu le service public de la santé? Où est la liberté de choisir son médecin traitant quand les médecins ne sont pas remplacés en zone rurale ou bien quand ce sont des médecins étrangers qui parfois ne s'expriment pas bien et pour lesquels les personnes âgées, c'est difficile pour elles de parler avec un médecin qui s'exprime ou qu'elles ne comprennent pas bien elles-mêmes. Donc le ressenti, c'est bien qu'une situation se dégrade avec un risque de rupture de prise en charge, avec des évolutions qui vont très vite, un virage ambulatoire qui fait finalement qui amène à des prises de responsabilité différentes et le patient se sent parfois submergé, perdu, sentiment d'abandon. Et pour les plus jeunes générations, c'est synonyme de complexité administrative maintenant, le parcours de santé. Voilà le ressenti des usagers. Donc on entend, le désert médical, ça peut être, Patrick Bouet, ça peut être à la fois la ville, ça peut être la zone rurale. On entend quand même dans les propos de Marie-Pierre Gariel, il y a un problème de coordination. Quand ça marche bien, la coordination entre professions, ça peut améliorer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être exposé? Et pour vous, où sont les racines du désert médical? Je ne vais pas dire que je partage à 100% ce qui vient d'être exposé. Cela vous surprendrait. Je veux simplement essayer d'élargir un petit peu et de regarder avec un petit peu plus de recul les choses. Ce qui fait aujourd'hui la complexité du dispositif, c'est finalement que traditionnellement et jusqu'à ces dernières décennies, tout a reposé sur un individu spécifique, le médecin, finalement un petit peu au cœur d'un dispositif, mais très indépendant de l'ensemble de ce dispositif. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, pour résoudre la quadrature du cercle qui consiste à apporter de l'accès aux soins dans les territoires, il va falloir à la fois concevoir ensemble ce que doit être l'équipe de soins de proximité et reconcevoir ensemble ce qu'est l'accès aux soins et qui n'est pas dans notre vision l'organisation des établissements de soins, mais bien l'organisation d'un accès aux soins. Donc on peut prendre des exemples ponctuels, mais moi je préfère regarder les choses d'un petit peu plus loin en se disant que notre responsabilité commune aujourd'hui, elle va être dans la redéfinition commune de ce qu'est l'accès aux soins et ça ne me semble pas être caractérisé par l'expression moins de 10 minutes d'un médecin généraliste. Stéphane Junique, un mot, parce que Marie-Pierre Gariel mettait aussi en question le rôle des mutuelles dans l'existence de déserts médicaux. Oui, enfin, je ne suis pas certain que ce soit la première des... C'est pas ce qu'elle a cité en premier, mais il y a un effet, en effet de conventionnement des médecins et de remboursement des mutuelles. En tout cas, est-ce que les mutuelles ont un rôle à jouer dans la manière d'apporter des réponses sur les déserts médicaux, mais parlons des déserts sanitaires, parce qu'il n'y a pas simplement une absence de médecins parfois dans nos territoires, mais également d'un certain nombre de professions de santé qui contribuent à ces parcours. Nous avons un rôle à jouer et je pense d'ailleurs que la table ronde qui nous suivra démontrera à travers des exemples extrêmement concrets que nous sommes mobilisés. On parle des solutions. Là, je vous propose tout de suite une deuxième infographie. Si on parle des solutions, on parle, et on a commencé tout de suite à en parler, des médecins. Le nombre de généralistes qui a baissé de 9% en 10 ans. « 216 000 médecins en activité en 2017. » Est-ce que c'est un problème de Patrick Bouet? Est-ce que c'est un problème de chiffres, de nombre de médecins disponibles, le désert médical? Non, ça serait une erreur de penser que parce qu'il n'y a plus de médecins, il ne devrait pas y avoir de déserts médicaux, ou parce qu'on produirait plus de médecins, il n'y aurait plus de déserts médicaux. Il faut, je crois, regarder les choses de façon très rationnelle. Nous allons vers une diminution du nombre de médecins généralistes encore pour 10 ans, c'est-à-dire que ce chiffre que vous annoncez, il va continuer de progresser. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, si vous regardez les hôpitaux locaux, 35% des postes de praticiens hospitaliers dans les hôpitaux locaux sont vacants. C'est-à-dire que finalement se rejoignent aujourd'hui
deux réalités, qui est que tant dans le monde libéral que dans le monde salarié et hospitalier, il y a des territoires qui aujourd'hui ne sont plus irrigués par la jeune génération. Non pas qu'elle systématiquement dise qu'elle ne veut pas y aller, mais tout simplement parce qu'aucune réforme du système de santé n'a aujourd'hui été conçue en même temps qu'une réforme de la formation. Et s'il n'y a pas de réforme de la formation, s'il n'y a pas de professionnalisation précoce, nous continuerons de creuser ces chiffres. On a déjà eu, je crois, les deux mots-clés, hein. Il y a un problème de formation et un problème sans doute d'installation dont on parlera. La jeune génération, on voit qu'il va y avoir un fort renouvellement des médecins dans les années à venir. Qu'en pense cette jeune génération? Vous allez entendre tout de suite le témoignage de Marie Brosset. Elle est généraliste en Bretagne, c'est du côté de Saint-Malo. Elle est porte-parole de l'association Réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Je suis installée à Mignac-Morvan, qui est une commune de 3500 habitants, qui avait la chance d'avoir déjà pas mal de professionnels de santé paramédicaux avec lesquels on est amené à travailler. Et c'est ça qui m'a aussi confortée dans le choix de cette commune. Un autre collègue était prêt à s'installer en même temps que moi et avait un peu la même façon de voir son métier. Et du coup, on a décidé de s'installer ensemble. Et c'était bien de pouvoir être au moins deux pour pouvoir faire des horaires qui restent corrects. L'installation, c'est pas très simple. On est formé à tout ce qui est prise en charge médicale, etc. Mais alors la gestion d'entreprise, la formation est quand même assez limitée. Et du coup, il faut qu'on devienne un peu expert en téléphonie, en informatique, et des choses qu'on connaît pas du tout. Et donc ça, c'était la plus grosse difficulté. Au niveau de la rémunération, Réagir défend une rémunération plus mixte, avec du forfait et de l'acte. Il y a des consultations qui sont plus chronophages que d'autres, qui nécessitent plus de travail en dehors même du temps de consultation qu'on a avec le patient. Et donc ça, il faut que ce soit aussi rémunéré, notamment aussi pour l'organisation du cabinet. Il faut qu'on puisse avoir une rémunération spécifique pour nous aider à travailler dans de meilleures conditions. Les aspirations en tant que jeune médecin, c'est de pouvoir travailler en bon échange avec les patients, en bon échange avec les autres professionnels de santé qui nous entourent. Ensuite, dans l'organisation de la vie personnelle, c'est de pouvoir aussi que quand on est au travail, on est au travail. On est médecin et puis dans le reste de la vie de tous les jours, on est comme tout le monde, quoi. Et on vit normalement, comme toute notre génération. Que pourrait-on faire, c'était Marie-Pierre Brosset, de Réagir, que pourrait-on faire, Stéphane Junique ou Marie-Pierre Gariel, sur la formation des médecins, sur cette problématique de déserts médicaux? Moi je trouve qu'il y a quand même à travers ce témoignage une source d'optimisme qui est extraordinaire. Il n'y a pas de crise de vocation des médecins ou des professionnels de santé. C'est quand même ça, parce qu'on entend souvent là, le discours un peu ronronnant, il y a trop de femmes médecins, il y a une crise des vocations. Non, c'est pas ce qu'on entend. On entend des choses qui sont de bon sens. C'est-à-dire que quand on est isolé dans un territoire, on a envie de travailler avec d'autres, on a envie de construire des solutions avec d'autres, on a envie d'être dans des prises en charge avec d'autres professionnels de santé. C'est ce que dit cette jeune médecin quand elle dit « j'ai envie de travailler en bon échange avec les patients, avec les professionnels de santé ». Bref, c'est à nous, je pense, les mutualistes, d'être un acteur de solution pour faire en sorte de répondre à cette attente des professionnels de santé. Ici, à travers les SAM que nous pouvons faire, à travers les réalisations mutualistes, mais aussi en contribuant à travers la diversité de nos métiers. Sur l'offre de soins et de services, les mutualistes, c'est plus d'une vingtaine de métiers aujourd'hui dans notre pays. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, sur faire en sorte de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, mais ça, c'est une attente de chacun d'entre nous. Pourquoi est-ce qu'on mettrait davantage d'exigences pour des professionnels qui travaillent dur, qui sont confrontés à la souffrance, qui sont confrontés à la douleur? Donc ce désir de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est à mon sens un élément qui est extrêmement important. Et c'est pourquoi je pense que les mutualistes doivent être extrêmement ouverts sur des sujets dans le cadre de la coopération avec les professionnels de santé sur lesquels je pense nous pouvons au fond agir avec un certain nombre de leviers.
Marie-Pierre Gariel, et puis j'imagine que le docteur Patrick Bouet aura une réponse à faire aux mutualistes également. Côté patient, ce que je retiens, c'est son souhait de passer le temps nécessaire avec chaque patient, avec des consultations qui n'ont pas toutes la même durée. C'est bien entendu essentiel puisque le médecin traitant est quand même le premier maillon. Et ce temps passé humanise la relation entre le patient et son médecin et permet certainement de répondre à une attente des patients, d'être intégrés au parcours de soins qui les concerne et d'être acteur de ce parcours de soins. Même pour une personne âgée, de comprendre pourquoi on va lui demander de faire tel examen, de lui laisser le choix de tel ou tel parcours, etc. Voilà, donc c'est ce facteur temps qui humanise la relation. Patrick Bouet. Oui, je dirais deux choses. La première, c'est une démonstration éclatante de ce que la solution sera une solution d'équipe de proximité. Il faut que nous en ayons tous conscience parce que c'est la responsabilité que nous allons partager. Savoir donner les éléments et construire les éléments qui vont permettre à ces générations professionnelles de construire des équipes de proximité, trans-exercice, trans-activité, trans-profession. Ça, c'est la première chose fondamentale. Et puis la deuxième, et je le dis souvent à mes confrères ronchons qui disent que de mon temps tout était beau et qu'aujourd'hui tout est mauvais, cette jeune femme qui vient de parler, c'est votre fille, c'est la mienne. C'est-à-dire, c'est le produit de nos impatiences, de nos exaspérations et de nos rejets. Et que donc, naturellement, aujourd'hui, elle construit son mode personnel sur un mode qui tient compte de ce qu'elle a vécu dans son environnement. Nous devons prendre cette responsabilité, et je sais que le président Baudet partage cette conviction. Nous allons devoir ensemble inventer un nouveau modèle d'organisation et de distribution dans l'accès aux soins. Et nous le ferons ensemble où il n'existera pas. On va reparler de ce nouveau modèle, mais là, pour l'instant, personne ne me parle de la question qui fâche toujours, alors on va y aller, sur la liberté d'installation des médecins. Il y a toujours cette idée que, on n'a qu'à demander, imposer peut-être aux médecins de faire son stage dans une région sous-dotée, ou bien on va contraindre, via divers moyens, un médecin à s'installer. Est-ce que les associations de patients, d'usagers du système de santé, pensent ainsi? Alors oui, les associations de patients clairement font le constat que les incitations de ces dernières années, réelles, louables, n'ont pas porté les fruits attendus. Et que la liberté d'installation doit se décliner à l'aune de la liberté de choisir son médecin traitant pour le patient et également du besoin de nécessité de répondre aux besoins et aux besoins actuelle des populations. Donc certainement les associations de patients militent pour trouver des solutions peut-être plus coercitives, au moins dans une temporalité qui peut se décliner avec une d'obligations au début et puis plus de liberté après, des nouveaux modèles à inventer, soit des médecins qui auraient l'obligation, les jeunes médecins, de faire une sorte de mission de service public dans des territoires sous-dotés pendant quelques années, ou même déjà encore plus en amont dans la formation que des internes puissent faire leur internat dans des cabinets, pourquoi pas dans des cabinets en zone rurale, c'est-à-dire leur faire connaître et leur faire découvrir la vie d'un médecin dans ces territoires, donc susciter l'envie, mais avec un minimum d'obligations pour pouvoir équilibrer les besoins et l'offre et la demande. Envie, incitation, obligation, les mutuelles, où en sont-elles? Ce serait l'outil de facilité, mais ce serait pour moi l'outil de l'échec. Parce que, au fond, ça entretient l'idée qu'aujourd'hui, notre système de santé qui repose sur des réponses qui sont des réponses à partir d'outils nationaux et uniquement nationaux. La loi, le règlement, le paysage conventionnel, tout cela est décidé au niveau national. Or, nous le savons bien, les réponses ne peuvent pas être trouvées à Paris. Les règles que l'on applique au niveau national ne peuvent pas s'appliquer de la même manière, d'une région à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'un bassin de vie à l'autre. C'est pourquoi moi je plaiderai auprès du président de la Mutualité française, avant de dire que nous devons au fond être dans une obligation d'installation, c'est d'aller très loin sur la régionalisation, la délocalisation au fond de l'ensemble des leviers qui existent aujourd'hui au niveau de notre système de santé. Concrètement, ça veut dire quoi?
Régionalisons le conventionnement, le paysage conventionnel. N'attendons plus simplement qu'il y ait des réponses nationales qui soient apportées à des réalités locales qui sont bien différentes les unes des autres. Faisons en sorte que les professionnels eux-mêmes, à travers ce qu'indique le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, trouvent eux-mêmes les solutions. Parce que nous, les mutualistes, nous savons bien, parce que nous savons, à travers les réalités des besoins de nos adhérents, que c'est en nous, avec les acteurs, avec les représentants des usagers et des acteurs du système de santé, que nous serons en capacité de trouver les bonnes réponses. Bref, le principal message que j'aurais envie de dire, c'est donnons, à travers la régionalisation de ces outils, la délocalisation de ces différents outils, la possibilité d'aller très très loin. Et puis ensuite, si ça ne marche pas, peut-être en effet que la question de l'obligation pourra se poser. Mais ça n'est pas encore le moment. Ça n'est pas encore le moment. Patrick Bouet. Je dis quel aveuglement que de penser que la contrainte, ça va être la solution à tout dans un pays qui n'impose pas d'obligation à ce qu'un médecin choisisse l'activité libérale. Et je vous rappelle cette évidence, c'est qu'aujourd'hui, un jeune diplômé à N0, nous en retrouvons 9% dans le système libéral, à N+5, nous n'en retrouvons que 30%. C'est-à-dire que nous sommes d'ores et déjà en matière de renouvellement libéral à 1/3 d'une promotion d'étudiants qui choisissent le libéral. Imaginons un seul instant l'impact qu'aura sur ces générations le fait de leur dire « vous êtes obligés, si vous choisissez le libéral, d'aller là où je vous le dis ». Ce n'est pas 9% que nous aurons, et ce n'est pas 30% que nous aurons à N+5. Alors Marie-Pierre Gariel, un mot, et puis ensuite, il y a quand même l'idée aussi de donner d'autres capacités à d'autres professions de santé, ça aussi c'est un sujet. Un mot pour clore. Il ne s'agirait pas d'être aussi, pardonnez-moi, violent, enfin voilà, l'équation n'est pas aussi binaire, mais on parle de conventionnement sélectif, et puis là encore, je pense qu'on parle il faut parler de souplesse en même temps. Voilà, je voulais compléter mon propos, souplesse peut-être territoriale, souplesse dans le temps, mais avec quand même redonner à ces jeunes générations le sens d'une mission de service public. On parle de réserve sanitaire, on parle de tout ce qui redonne un petit peu cette incitation à se mettre au service de pas forcément comme on aurait voulu faire. Donc une incitation un peu plus musclée, on va dire, mais avec de la souplesse. La piste de donner d'autres capacités à d'autres professionnels de santé, c'est la ministre Agnès Buzyn qui dit qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être suivies par d'autres professionnels de santé qu'un médecin. Une infographie que nous vous proposons sur la densité et la répartition des professions de santé. Je pense que quand elle sera à l'écran, vous comprendrez tout de suite où je veux en venir. Voilà, 4 personnes sur 5 qui ont accès à une pharmacie. Pour 100 000 habitants, moins de 80 médecins généralistes. Donc vous me voyez venir, que peut-on imaginer? Êtes-vous d'accord, vous, mutuelle, patients, médecins, êtes-vous d'accord sur le fait qu'on peut investir, par exemple, des infirmiers ou des pharmaciens? Patrick Bouet. Écoutez, là encore, c'est le même raisonnement. Sommes-nous aujourd'hui capables d'investir dans une équipe de soins de proximité? Il n'y a pas d'importance aujourd'hui, et surtout, il ne faut pas faire d'erreur sémantique. Il faut aujourd'hui investir dans l'ensemble des acteurs d'un parcours de santé d'un patient. Donc infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, médecins, pharmaciens. Ce sont des acteurs d'un parcours de santé qui ont des contenus métiers, qui ont des compétences superposées et partagées. Et c'est à partir de ces réalités-là qu'il faut construire une équipe de soins de proximité. Ça ne veut rien dire, là non plus, de dire qu'on va faire de la médecine à un infirmier ou faire de la médecine à un masseur kinésithérapeute. Il faut que chacun des acteurs fasse son métier et partage ses compétences pour une meilleure prise en charge des patients. Et là, effectivement, on peut envisager dans les pathologies au long cours, on peut envisager dans les pathologies chroniques, on peut envisager dans les suivis d'hospitalisation, dans ce parcours ambulatoire finalement, que des professionnels partagent leurs compétences pour réaliser un parcours de santé. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le regarder. Vous pensez par exemple aux diabétiques ou aux affections de longue durée? Je pense à ce qui est la pathologie chronique. Il y a une équipe de santé de proximité qui a des compétences qu'elle partage avec les autres et on a le programme Azalée, vous le connaissez mieux que d'autres, qui est un programme dans lequel les infirmières, les médecins suivent des patients diabétiques et nous avons, nous, ordre,
été un des co-rédacteurs de ce décret sur les infirmières de pratique avancée, dont vous avez pu voir que nous étions peut-être un peu en avance par rapport à d'autres acteurs professionnels. Stéphane Junique. Moi, j'aime beaucoup l'idée que présente le docteur Bouet sur faciliter le partage des compétences. Parce que derrière, bien sûr, c'est la question des professionnels de santé entre eux, pour trouver les solutions, pour faire en sorte que dans les constructions de solutions, de parcours, etc., il puisse y avoir au fond ce partage qui puisse être réalisé. Mais surtout parce que derrière le partage des compétences, on intègre également l'usager. J'étais vendredi à Bordeaux pour la réunion régionale des états généraux du diabète. Sincèrement, les patients qui étaient présents, mais je pense qu'ils sont autant utiles dans la compétence de l'accompagnement des patients diabétiques que beaucoup de professionnels de santé. Et docteurs, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu, chacun son rôle, chacun sa place. Mais la compétence qui peut être apportée à travers ces usagers référents, ces patients qui sont extrêmement impliqués dans l'accompagnement est extrêmement précieux. Il y a pour autant deux leviers sur lesquels il me semble important d'agir. D'abord, c'est de faire en sorte, parce que le partage des compétences ne pourra pas marcher si on continue, au fond, à être dans une approche qui est une approche cloisonnée de la question des actes et des tarifs des actes. Le financement doit suivre le patient. Ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à être sur un financement à l'acte, sur le paiement à l'acte et sur un financement à l'activité concernant les établissements de santé. Il ne s'agit pas de faire un balancier en revenant au budget global, je pense notamment à nos copains qui sont de l'hospitalisation. On peut faire des révolutions tranquilles, c'est-à-dire corriger les excès de la tarification à l'activité aujourd'hui. Mais nous le voyons bien, le financement aujourd'hui ne suit pas le patient. Et si on veut être dans le parcours, il est important de modifier ces éléments de tarification. Le deuxième élément qui empêche au fond ce partage de compétences, c'est le fait qu'aujourd'hui il y a un carcan réglementaire qui s'appelle la nomenclature des actes et qui fait en sorte que c'est un frein, à mon sens, pour que nous puissions décloisonner, faire en sorte que ce partage des compétences entre professionnels de santé devienne une véritable réalité. Donc quand on parle de faciliter le partage des compétences, à mon sens, il y en a deux et probablement... Il y a tout un mécanisme à réformer autour. Mais comme l'a souligné le docteur Bouet, je considère, comme vous, qu'il y a aujourd'hui une conjonction entre les différents acteurs qui souhaitent accompagner les transformations de notre système de santé. Alors allons-y, allons-y. Allez, la réponse des patients et ensuite j'ai déjà des questions de la salle. Certainement, la question, c'est la question de la confiance pour les usagers. Confiance dans leur médecin traitant, premier référent, confiance dans les équipes qui vont les accompagner. Et la notion d'équipe est effectivement ultra importante. La place des patients ultimes dans l'organisation des soins, c'est la place des patients experts sur le sujet sur lequel France Assos Santé va forcément faire des propositions. Hein, c'est dans les futures orientations stratégiques de notre union d'associations que de valoriser cette expertise des patients eux-mêmes pour agir dans l'organisation des parcours de santé. Je prends les questions de la salle. Je suis obligée d'enlever mes lunettes. Bruno Henry, un thème a été omis dans les débats, le numerus clausus. C'est vrai, ça fait partie des thèmes importants. Le numerus clausus qui est une composante de la formation. On y a un peu répondu. Est-ce qu'il faut toucher à ce numerus clausus? Est-ce que l'augmenter résoudrait le problème du désert médical? Regardez ce qui se passe entre 2012 et 2018. Nous sommes à un numerus clausus multiplié par 2. Et pourtant, nous vivons une difficulté qui est elle-même multipliée par 2. Donc il faut sûrement adapter le nombre d'étudiants formés aux besoins de renouvellement générationnel. Il faut être très vigilant à ne pas en faire un outil de diminution de la qualité de la formation. C'est capital et nous devrons y être très attentifs. Est-ce que vous avez la même, Marie-Pierre Gariel, vous le voyez également de cette façon, numerus clausus? Est-ce que les patients, les usagers ont un avis? Non, je vois pas ce que je pourrais apporter de plus. Au niveau de l'usager, oui, il va avoir tendance à dire un ressenti, il n'y a pas assez de médecins parce que j'en trouve pas au coin de ma rue, mais c'est pas forcément très rationnel comme... Alors, toujours sur la formation, ne faut-il pas réformer la formation initiale en médecine afin de la rendre plus attractive? Alors vous avez parlé un peu des stages, on pourrait même penser au lycée d'ailleurs. Qu'est-ce qui peut être imaginé sur la formation? Probablement penser formation professionnelle.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que nous reprochent les jeunes étudiants dans le cours de leur formation, à la fin de leur formation, c'est ce qu'a dit notre jeune consoeur. Je n'étais pas prête. C'est-à-dire que finalement, c'est 10 années pour le médecin généraliste, c'est 14 ou 16 années pour un chirurgien de haute spécialité. À la fin, on nous dit « je n'étais pas prêt ». Donc il faut rendre attractive cette formation en la professionnalisant précocement de telle sorte qu'on aille partout où on va exercer son métier, qu'on aille dans les territoires où on va exercer son métier, qu'on aille dans les modes d'activité où on va exercer son métier. Ce doit être de vraies études professionnalisantes. Nous devons faire avec la santé ce que d'autres acteurs de formation ont fait avec d'autres métiers. Est-ce qu'une solution au désert médical, c'est de salarier les médecins? Stéphane Junique, d'imaginer des réseaux, des maisons de santé, est-ce que c'est un des outils? Non, un des outils, c'est de faire en sorte que tous les statuts soient possibles et qu'en fonction des projets qui sont portés dans les territoires, la palette des statuts puisse être utilisée. Ça, c'est à mon sens un atout. Parce que vous le verrez à travers des expériences qui seront présentées tout à l'heure. La situation est une des raisons pour lesquelles, Madame la sénatrice, les choses ont réussi en Mayenne. C'est parce que le projet a été porté par les professionnels de santé, par les habitants, par les collectivités. Parce qu'il y a eu, sur les réponses à construire, au fond, une prise en compte de cette réalité et du projet des professionnels de santé avec les différents acteurs. Et au fond, ensuite, on a construit le statut. On a construit les réalités des pratiques. Vous voyez, on n'est pas parti de « il faut salarier » ou « il faut… » Non, on est parti de la réalité d'un projet et il y a eu là ensuite la construction extrêmement fine. C'est un jeu de dentelle cette affaire qui a été construite. C'est possible si on a donc la palette des différents outils, des différents statuts qui nous sont offerts et au fond si on fait preuve d'humilité, hein, c'est-à-dire pas de dogmatisme dans cette affaire. Question d'Abdou Ali Mohamed. Décidément, cette question de la liberté d'installation et de la régulation, ça n'a pas satisfait tout le monde dans la salle. Est-ce que les libertés d'installation, de prescription sont compatibles avec un meilleur accès aux soins sur l'ensemble des territoires ou alors faut-il un zeste de régulation? Il n'y a pas qu'Abdou Ali Mohamed ou Madame Gariel, il y a aussi eu la Cour des comptes qui a dit oui c'est vrai, jusqu'à présent ça n'a pas été très efficace. Un peu de coercition ferait peut-être du bien. Dieu, si la Cour des comptes avait raison, nous le saurions depuis longtemps, permettez-moi cette remarque. Mais globalement, notre interlocuteur a raison dans les deux cas de figure. C'est-à-dire que finalement, il faut probablement, effectivement, mettre en œuvre un mécanisme de régulation, non pas de l'activité d'un professionnel, mais de la façon dont on organise l'accès aux soins. Donc il faut, assurément, penser avec cette vision-là. Mais ça n'est pas parce qu'on va limiter les libertés qu'on va convaincre les professionnels d'aller sur le terrain. Donc il faut être très vigilant à trouver l'équilibre entre les deux. Nous avons proposé quoi, nous? Nous avons dit, créons un assistanat de territoire. On a créé un assistanat pour les hôpitaux, on a créé un assistanat ville-hôpital, mais on a singulièrement oublié qu'il y avait des territoires qui n'étaient ni irrigués par un hôpital, ni qui étaient dans une relation ville-hôpital. Donc nous disons, proposons à l'ensemble de ces jeunes des solutions nouvelles et innovantes. Et l'assistanat de territoire, pour nous, est une situation innovante parce qu'elle permet de mettre en relation l'université et le territoire. Je vous renvoie aux propos du président Barouin qui l'a dit très clairement. Contractualisons tous avec nos territoires. Je vais vous poser la question de la télémédecine pendant que sur mon écran un timing va s'afficher, j'espère. La télémédecine, est-ce que ça intéresse les patients? Il y a un accord, ça va être en place à partir du 15 septembre. Est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'il faut le voir comme ça? Alors d'un côté ça fait peur, de l'autre côté c'est forcément oui, mis à part la question de l'accès à Internet au débit que M. Barouin évoquait tout à l'heure, donc ça c'est sûr que c'est une condition sine qua non, c'est rédhibitoire. Après, je crois qu'il y a une question d'éducation à faire, éducation du patient, parce que dans le cadre de la responsabilisation des différents acteurs, celle des patients est peut-être réelle à travers une éducation à ce que cette télémédecine soit un outil au service d'eux. Il ne remplace pas, bien entendu, un diagnostic en face à face, mais soit comme un outil et considéré comme tel en soutien qui peut éviter des kilomètres ou dans le suivi de pathologies qui ne nécessitent pas d'avoir un rendez-vous, des visus très très réguliers. Mais ça doit rester un outil. Ça doit rester un outil. Patrick Bouet, c'est à l'ordre des médecins qu'on a parlé d'ubérisation.
D'ubérisation. Ah oui, enfin c'est les autres qui ont dit qu'on était en danger d'ubérisation. D'ailleurs, je rappelle que nous étions dans une situation de conflit avec les assureurs complémentaires et non pas avec la mutualité française à ce sujet. Mais globalement, vous savez, les nouvelles technologies, ce sont les trompettes de Jéricho. Elles vont faire exploser les murs de nos certitudes en matière d'organisation des soins. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas innovants et imaginatifs pour répondre à ces défis technologiques, la structure du système de soins d'aujourd'hui va complètement exploser parce qu'elle ne correspondra pas aux capacités que la technologie nous donnera. Et moi, je retiens de façon tout à fait certaine que les nouvelles technologies, ce sont des outils, mais qu'ils ont la même valeur révolutionnaire en matière d'organisation qu'ont eu d'autres temps de l'histoire de la médecine, l'apparition des vaccins, l'apparition des antibiotiques. C'est-à-dire que ces avancées-là sont des avancées qui vont faire exploser les murs de nos certitudes d'aujourd'hui. Et donc sur la télémédecine en particulier, ça vous paraît être majeur comme évolution? On imagine mal comment, et on en parlera avec Stéphane Junique, comment ça peut s'organiser. Mais la télémédecine est un enjeu majeur à une condition, c'est qu'elle ne crée pas un parcours de santé ou un parcours de soins parallèle. Voilà ce qui nous a amené, nous, à être en réaction. C'est-à-dire que nous devons construire la télémédecine comme étant un outil du parcours de santé du patient, basé sur cette règle fondamentale que le président de la République a rappelée ce matin, la solidarité nationale. Et que ça ne doit pas être un outil contractualisé, davantage offert à une partie de la population. Ce pourquoi nous avons été en situation conflictuelle avec certains assureurs complémentaires. Stéphane Junique, cet outil, les mutuelles s'y intéressent? Oui, c'est un outil sur lequel... Les assureurs s'y intéressent déjà beaucoup, en effet. S'y intéressent parce que ça peut être une solution, mais en effet qu'une solution pour apporter une réponse à un certain nombre de besoins et ne pas casser les logiques de parcours. Pour autant, moi, il y a deux questions que je pose en tant que mutualiste. La première, c'est qu'il ne faut pas que ce soit pour nous un élément de facilité. C'est-à-dire que la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise ne nous abstiendra pas de faire le travail de réforme de l'organisation et du fonctionnement de notre système de santé. Si on se cache derrière ce paravent de la télémédecine, je pense qu'on commet une très très grave erreur. Les nouvelles technologies peuvent être pour nous l'occasion de transformer notre organisation du système de santé et de protection sociale. Il ne faut pas donc simplement s'arrêter sur l'idée que la télémédecine sera la solution à tout. Le deuxième élément, c'est un regret. Il y a une très belle négociation qui a été faite pour que le paiement de la télémédecine, de la télécation soit fait. Très bien, nous ne pouvons que saluer le travail des négociateurs. Mais pardon, on inscrit là dans une nomenclature qui est déjà extrêmement compliquée, qui est déjà extrêmement cloisonnée. On rajoute un acte à cette nomenclature. Et j'aurais souhaité, comme beaucoup de mutualistes, que ce soit l'occasion, à travers cette négociation, de nous inscrire dans une logique véritablement de parcours et donc de ne pas rajouter de la nomenclature à la réglementation. Alors la question finale, c'est où sont les priorités? Je pense que ça peut être notre conclusion, pour chacun, où sont les priorités pour résoudre la problématique des déserts médicaux? Marie-Pierre Gariel, par où commencer? On a exploré beaucoup de pistes, on a constaté vos convergences et vos divergences. Alors, la priorité, je vais partir de l'annonce qui avait été faite ce matin des résultats de l'enquête. 73% des Français font confiance aux associations de patients. Alors là, je ne dirais pas que ça m'a surpris, mais au contraire, ça m'a ça a conforté l'idée forcément que nous avons en France Asso Santé du rôle des associations de santé. Après, c'est vraiment le travail en commun qui est à mettre en œuvre, évidemment. Et côté des usagers, c'est la confiance, la lisibilité, la simplicité et la notion d'équipe. J'ai envie de donner quelques mots qui nous permettront d'avancer pour que chacun puisse accéder aux soins dont il a besoin. Mais concrètement, vous dites confiance, lisibilité. Sur le terrain, ça se manifeste comment? Que les patients aient toujours un médecin référent, qui soit la personne de confiance à qui va être le premier acteur, le premier référent, le premier recours. Hein. Mais on a vu que c'était ça la difficulté. Certains Français n'y ont pas accès. Non, mais enfin, je veux dire que la plupart des
des usagers, c'est bien cela c'est vraiment le premier réflexe qu'ils ont. Donc, après, on peut avoir ce dont on a dit, différents systèmes de délégation de médecins qui viendraient des villes et qui éventuellement feraient de la permanence ici ou là. Bon. Après, toutes les solutions se trouveraient ensemble pour que les patients puissent être en confiance avec le système médical globalement, mais évidemment, ça passe par la confiance dans les acteurs qu'ils rencontreront, idéalement le médecin référent et également les équipes. Patrick Bouet, est-ce que pour l'Ordre des médecins, la priorité pour résoudre les déserts médicaux, c'est de revoir les organisations et de s'ouvrir aux aspirations des jeunes médecins Où est la priorité ? La priorité aujourd'hui, elle est d'abandonner intellectuellement un modèle pour entrer dans un nouveau modèle. Il faut abandonner le modèle organisationnel structurant par établissement du système de santé pour aller dans un modèle structurant en matière d'accès aux soins. La question est simple. Est-ce que c'est la présence permanente d'un médecin dans un village de 2000 habitants qui est importante, ou est-ce que c'est d'organiser l'accès aux soins dans ce village en permettant à des médecins et des professionnels différents de venir y apporter de l'accès aux soins? Il faut résoudre cette question. Et si nous ne changeons pas de mode de réflexion, nous allons continuer de parler structuration par établissement, structuration par acte, structuration par responsabilité dans le système, mais nous n'apporterons pas la réponse à la question qui était posée dans cette table ronde. Et si je vous comprends bien, ça ne se fait pas obligatoirement par plus de lieux physiques, mais ça peut aussi se faire en dématérialisant des dossiers, par exemple. Il y a plusieurs sortes de solutions. Ça se fait aujourd'hui en partageant toutes les compétences. Ça se fait aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, les patients experts et les patients sont des acteurs importants. Ça se fait parce que la solidarité se mettra en œuvre. Ça se fait parce que des équipes de soins se constitueront. On a des dizaines d'exemples aujourd'hui sur le territoire d'EHPAD qui accueillent des professionnels en consultation, d'établissements locaux qui ouvrent leurs services pour que des professionnels y viennent, de mairies qui ouvrent des salles de consultation. Il faut être imaginatif pour répondre d'ailleurs à la question à laquelle nous n'avons pas répondu. Il faut déréguler, et l'Ordre des médecins doit le faire, l'exercice en cabinet multiple, l'autorisation d'adjuvat, ça c'est des choses qui sont de notre compétence et que nous allons proposer à la ministre, mais il faut aussi sortir de la vision établissement pour rentrer dans la vision accès aux soins, parce que ça nous le partageons tous ensemble. Stéphane Junique, la vision des mutuelles pour trouver une solution à ces déserts médicaux. D'abord, je pense qu'on peut que se féliciter de la présence, au fond, du patron des médecins, je ne sais pas comment on peut dire autrement, et puis de la représentante des usagers, parce que c'est bien avec eux qu'on construira les solutions d'avenir. Moi, j'ai envie de dire deux choses, au fond, en conclusion. D'abord, ça nous met une responsabilité, Président. Je pense que dans notre résolution, il faut qu'il y ait des choses extrêmement fortes sur l'engagement des mutualistes pour faire en sorte que la question des déserts sanitaires soit réduite dans notre pays. Et je me dis qu'on peut d'autant plus le faire, Thierry, qu'avec tous ceux qui sont à nos côtés, on ose, comme tu le disais ce matin. On ose parce qu'on veut ouvrir nos centres de santé comme lieu de stage. Et on espère que la ministre nous donnera raison. On ose parce qu'on a envie que nos EHPAD soient des lieux de consultation pour la population en général et faire en sorte donc que ces consultations qui puissent être apportées dans des lieux qui sont aujourd'hui des lieux spécialisés pourraient démontrer que nous, les mutualistes, nous sommes en capacité, avec les collectivités locales, avec les professionnels de santé, avec les usagers, d'être des acteurs de solutions. Voilà, c'est tout simplement de prendre nos responsabilités. Et je pense que c'est le message que Thierry, à travers son discours ce matin, nous a donné. Prenons nos responsabilités, nous sommes attendus. Et c'est donc avec cette table ronde consacrée à l'accès aux soins dans les territoires que s'achèvent les éditions spéciales de Public Sénat qui étaient installées à Montpellier pour vous faire vivre pendant 3 jours ce 42e congrès de la Mutualité française. Un grand merci à notre partenaire Via Occitanie et à ses équipes qui nous ont accueillis sur leur plateau pendant 3 jours. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur Public Sénat.
C'était le 42e congrès de la Mutualité française avec le concours de la Mutualité française.